Mardi 14 juin 2022, bonjour et bienvenue à tous au 13h. Rencontre de deux chefs d'État à la Marina ce lundi 13 juin 2022. Ancien président de la République Thomas Boni-Yayi a eu droit en début de soirée à un tête-à-tête avec son successeur Patrice Talon, 9 mois après leur dernière entrevue en septembre 2021. Une rencontre qui intervient quelques jours après celle que le président Talon a eue avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et les anciens présidents du Parlement béninois. Vous aurez les échos dans d'autres éléments à suivre. La cherté de la vie, la consolidation des mécanismes de démocratie, ce sont là autant de sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre entre Patrice Talon et Boni-Yayi. Les deux présidents se sont exprimés au micro de Nicanor Kovi et Benol Djobé à la fin de la rencontre. Chaque fois, vous me faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très paternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Merci beaucoup. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour et même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible. Et pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Promesse du président Patrice Talon à l'issue de cette rencontre, l'institutionnalisation d'un cadre de concertation pour formaliser des rencontres périodiques avec des anciens présidents de la République encore en vie. De quoi cela va retourner? Les détails du chef de l'État au micro de Nicanor Kovi. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc je crois que assez rapidement nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelques temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. Aujourd'hui, 14 juin, célébration de la 19e édition de la Journée mondiale du don de sang. Prélude aux manifestations officielles, le représentant du ministre de la Santé a délivré un message de remerciement et de sensibilisation à l'endroit de tous les donneurs. Richard Venance Gandaro n'a pas manqué de rappeler l'importance du don de sang, un geste de solidarité avant tout, a-t-il exprimé. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions.
Donner son sang, c'est sauver des vies et certains donneurs l'ont fort heureusement compris. Mais pour d'autres, ce geste paraît encore difficile. D'où l'appel à la sensibilisation car tout le monde peut en avoir besoin. Qui peut donner son sang? Pourquoi? Et quels sont les services qui en ont le plus besoin? La réponse dans ce reportage de Christelle Tongoudou. Quelques minutes de prélèvement pour sauver plusieurs vies. Le don de sang, un geste de solidarité devenu automatique chez les donneurs réguliers. Un donneur de sang, c'est d'abord quelqu'un, tout individu qui se sent en bonne santé et qui a au moins 18 ans, qui pèse au moins 50 kilos. Alors, tous ces prérequis pour pouvoir donner le sang se situent dans les 5 principes éthiques. Il y a le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, l'absence de profit et la responsabilité. En matière de transfusion sanguine, le Bénin vient de loin. Même si le pays n'est pas à l'abri des pénuries de sang, beaucoup d'actions sont menées pour contrôler les périodes de pointe. Les périodes de pointe, c'est de juin jusqu'au mois de septembre. Nous sommes d'ailleurs en plein dedans et donc vous allez voir que nos acteurs sont à pied d'œuvre sur le terrain pour collecter le maximum des poches. La disponibilité des poches de sang dans les banques dépend en partie des donneurs qui sont moins nombreux actuellement. Nous avions bien structuré, bien tracé la sortie de nos poches, du donneur jusqu'au receveur. Et même les poches qui ne sont pas validées, qui sont écartées après les examens de qualification, nous les détruisons. Et pour détruire ces poches, nous sommes obligés de le faire, n'est-ce pas? Comme si, je peux le dire, on suivait ça comme le lait sur le feu. Le système sanitaire tourne au ralenti lorsque le sang n'est pas disponible. Lorsque dans un centre, le sang est disponible, les chirurgiens sont à l'aise pour travailler, les pédiatres sont à l'aise, les gynécologues sont à l'aise. Je voudrais demander à chaque citoyen de ne jamais oublier de passer au niveau des banques de sang pour donner un peu de leur sang. Le sang est un liquide vital et nul ne sait quand on peut en avoir besoin. Autre sujet de santé, les maladies tropicales négligées dans la ligne de mire des élus locaux de l'Atlantique. Ils sont en renfort à la coalition des organisations de la société civile du Bénin pour empêcher l'évolution de ces maladies. Une formation est organisée à leur profit pour leur permettre de mieux les cerner. Koudou Sablaï pour les détails. Un défi pour ces élus locaux autour de cette table, barrer le chemin au MTN. Maladie tropicale négligée. Le département de l'Atlantique, précisément la commune de Zé, apparaît comme étant l'une des zones de prédilection de ces parasites responsables des maladies tropicales négligées. Des élus ici présents servent de répondants dans ce combat. Ce sont ces élus qui doivent nous aider à rapidement identifier ces maladies pour pouvoir vraiment les maîtriser. Maîtriser les maladies tropicales négligées pour réaliser le rêve du développement durable dans nos communautés. La coalition des organisations de la société civile du Bénin pour la couverture universelle en santé y travaille, mais elle sollicite davantage le concours des leaders à la base. Pourquoi devons-nous, nous, élus locaux, nous allier au ministère de la Santé, à la société civile pour lutter contre les maladies tropicales négligées? Ces maladies ont des caractéristiques communes néfastes à nos populations. Nous avons par exemple les signes de pauvreté et d'exclusion et elles ont pour cause l'handicap chez les enfants, le retard de développement physique et cognitif, l'absentéisme au travail, etc. L'espoir de bouter les MTN hors de la cité se renforce par ces actions communes, gage d'un avenir meilleur à nos communautés.
Dans le cadre de l'exécution de ce qu'ils appellent en leur sein, revu par les pairs du réseau francophone des régulateurs des médias, une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a été reçue à la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication du Bénin. La revue en question est une activité d'évaluation de l'institution haute pour plus de performance. Lénaïk Abazaou et Évariste Zomaou nous éclairent. Le CSA de la Belgique dans les locaux de la HAC du Bénin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin sont tous membres du REFRAM, le réseau francophone des régulateurs des médias. La délégation belge est à Cotonou dans le cadre de l'initiative baptisée « Revue par les pairs ». La session qui s'ouvre ce matin vient conclure un processus qui a démarré en septembre 2021. En effet, par une démarche strictement volontaire, basée sur le principe de réciprocité, nous avons accepté nous faire évaluer par le CSA de la Belgique en vue d'améliorer nos capacités d'action et de faire progresser la régulation indépendante dans nos pays. Cette revue par les pairs traitera de deux sujets. Le premier est l'excellence et l'innovation et le second est l'impartialité et l'égalité de traitement. Il s'agira d'aborder plusieurs thèmes justement pour voir comment quelles règles on a mis en place pour pouvoir assurer l'indépendance de nos instances. Quelles sont les règles d'autonomie qui sont mises en place? L'ensemble des projets que nous menons a véritablement pour objectif de travailler entre collègues. Donc nous faisons le même métier. Nous sommes des spécialistes de la régulation et nous venons partager entre collègues ce que chacun fait le mieux au bénéfice de notre travail respectif. Ces échanges entre les deux institutions traduisent l'engagement du REFRAM à œuvrer pour une meilleure régulation des médias dans les pays membres de l'organisation. Exercice de bilan d'étape le dimanche dernier sur nos antennes pour Modeste Kérékou, quelques mois après l'entrée en vigueur du PAG2. Face aux journalistes de l'ORTB et d'Eden TV, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a fixé les esprits sur les chantiers et offres de développement de l'emploi au Bénin. Tout un agenda de réforme dédié à l'entrepreneuriat et à l'employabilité. Le résumé avec Nikano Kovi. De l'avis de Modeste Kérékou, plus rien n'est comme avant après le PAG 1. Un an après l'entrée dans l'ère du PAG 2 2021-2026, c'est une redistribution des rôles que met en relief le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. L'État s'est positionné davantage comme un facilitateur et non plus comme le principal créateur ni de richesse ni d'emploi. Allusion faite à la part de lion taillée au secteur privé dans le PAG 2021-2026 en termes de création d'emplois et de richesses. Pour ce faire, la batterie de réformes initiée à ces fins apparaît comme une cure inévitable. Si je vous dis que dans ce pays, en moins de 4 ans, la TPS est passée de 400 000 francs obligatoires pour toutes les petites et moyennes entreprises à presque 10 000 francs, les établissements par exemple, et même pour les entreprises de la catégorie B, les sociétés, à un taux par exemple allant de 2 à 5% sur leur chiffre d'affaires, avec, c'est vrai, un plafond minimum de 500 000 francs. Efficacité, le mot d'ordre qui a guidé chacune de ces réformes, tout comme d'ailleurs l'adoption du Code des investissements, pensé pour imposer aux opérateurs économiques ou aux investisseurs potentiels un mode de comportement dans l'accomplissement des objectifs économiques du Bénin. De la loi portant Code des investissements, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion des petites et moyennes entreprises, la loi sur la facturage, la loi sur le crédit bail, un certain nombre de lois qui ont été prises avec pour finalité les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances. Même souci d'efficacité dans l'employabilité, selon le ministre en charge de la promotion de l'emploi, pour qui le prodige, projet d'inclusion des jeunes, vient en secours aux jeunes vulnérables. Prodige a vocation à accompagner dans l'emploi les jeunes
peu ou pas du tout instruits. Le niveau de formation, le niveau de diplôme est au maximum le BEPC. Le BEPC. Le brevet d'études du premier cycle. D'accord. Les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et j'allais dire 40 ans. Le prodige à vocation à accompagner 25 000 jeunes. C'est un projet sur 5 ans. 25 000 jeunes. D'accord. À cela s'ajoutent 6 000 jeunes à accompagner dans l'entrepreneuriat et 4 000 autres à former au métier. Les créateurs d'emplois auront l'environnement assaini, auront les facilités. L'État, comme nous le faisons depuis 5 ans, va investir dans le numérique, dans l'énergie, dans les routes, dans tous les préalables indispensables, les basiques au développement. Nous n'avons aucun doute que le secteur privé saura prendre le relais et saura créer les emplois et la richesse que nous escomptons. En 5 ans, que de chemin à parcourir. Mais pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, ce gouvernement-là le peut. Parlons coopération à présent avec la consultation diplomatique entre le Bénin et les USA hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre Aurélien Agbenossi a reçu Michael Gonzalez, sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État des États-Unis d'Amérique. La coopération sécuritaire et économique était au menu des échanges, ainsi que l'a déclaré à sa sortie d'audience le diplomate américain au micro de Nicanor Kovi et Brice Chibozo. On avait une très bonne conversation sur plusieurs sujets avec Monsieur l'Excellence le ministre sur l'amélioration de la situation économique. On a parlé de la sécurité et notre partenariat. On a tous vu l'augmentation des attaques au Bénin du Nord et aussi à Côte d'Ivoire, la région. Et on a discuté comment on peut être un bon partenaire en sécurité, mais aussi en la situation économique pour fournir plus d'opportunités pour le peuple béninois. L'un est béninois et l'autre togolais. Tous deux ont la scène en commun et sont cités comme icônes de la musique dans leurs pays respectifs, voire au-delà. Dans la nuit du samedi au dimanche dernier, et c'est à Cotonou que le Togolais est venu célébrer ses 25 ans de carrière aux côtés de son aîné, Sabouran Danialou. Retour sur ce concert à 2 voix avec Nicanor Kovi et Benol Djogbe. Cheveux poivre sel, mais énergie d'une jeunesse qui n'en finit pas. À son 10 ans, l'homme orchestre mène toujours ses musiciens et son public à la baguette. C'est inédit, vraiment c'est impressionnant et c'est émouvant. C'est super. J'ai offert ce concert à mon épouse parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un beau cadeau parce que c'est un chanteur que j'aime bien. À 50 ans, celui que les médias surnomment la voix d'or du Togo paraît lui aussi au sommet de son art au bout de 25 ans de carrière. Habit de lumière, bain de foule et vocalise, King Messan est toujours sur la scène, un quart de siècle après l'avoir foulé. À 2 voix, un dernier frisson, une dernière chanson, comme cerise sur le gâteau d'une nuit à 2 étoiles. Petit papa moulé ao petit papa moulé pas du tout, je me suis bien amusée. C'est peu payé pour ce grand moment que j'ai vécu, franchement. Il était une fois un jeune roi qui offrit son trône en partage à un autre roi.
Pluvieux, mais non moins fringant. Il était une fois King Messin et Sakboran Danialo sur la même scène. Amen. Ouvrons la page sport avec le tournoi qualificatif UFOA B U17, première victoire des écureuils cadets. Les poulains du coach Hubert Renfort enregistrent leurs 3 premiers points à Cape Coast au Ghana. Le capitaine Oru Yamirou et ses coéquipiers ont dominé la Côte d'Ivoire sur le score de 3-2 et retrouveront le Burkina Faso mercredi 15 juin prochain pour le compte de leur deuxième sortie dans le groupe B. Retour en images sur leur victoire à travers ce reportage de Blaise Adangbo. Un Yamirou, Ourou, Insincel et les écureuils cadets du Bénin dominent les éléphantos de la Côte d'Ivoire à Cape Coast. Pour leur premier match dans le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 en Algérie, les poulains du Bain Renfort repartent avec les 3 points dans le groupe B. 12e minute, Yann Diomandé donne l'avantage à la Côte d'Ivoire sur coup franc. Mais il n'en fallait pas plus pour réveiller les Béninois. Sur un pressing, Yamirou Ourou va remettre les pendules à l'heure juste avant la pause. Il attend. De retour des vestiaires, à la 48e minute, le capitaine des écureuils donne l'avantage pour la première fois à son équipe dans ce match. Sur une nouvelle récupération de balles, il s'offre un doublé. Les deux équipes se retrouvent à 2 partout à la 80e minute, suite à un but contre son camp d'Abdallah Babouni. Mais rien n'arrête les poulains du Bain Renfort. Combatifs et déterminés, les écureuils cadets vont détruire les espoirs des éléphantos. Une nouvelle fois, tout part d'un contre-éclair. Le break est fait, le champion en titre est à terre. La faute à une équipe béninoise mieux organisée. Yamirou Ourou est même désigné homme du match. Ce que j'ai fait, c'est bien, mais il faut que je m'améliore plus. Parce que pour être champion, il faut toujours gagner. Donc, premier match ne veut pas dire que parce que j'ai marqué 2 buts en premier match, c'est pas dire que c'est fini. La guerre continue. Le prochain adversaire du Bénin, c'est le Burkina Faso. Les étalons cadets ont battu le Niger 2-1. Les deux équipes partagent le même nombre de points. La deuxième journée s'annonce donc décisive pour les poulains du Bain Renfort ce mercredi 15 juin. Et la saison sportive 2021-2022 s'achève en beauté pour les championnats nationaux de football féminin. Les finales de D1 et D2 se sont jouées à Parakou avec à l'arrivée le sacre de Espoir FC de Cotonou devant Ainovi de Porto Novo 3-0 en D1 et Cephos face à Asaba au tir au but 3-1. En D2, c'est un pari réussi pour la Fédération béninoise de football qui s'engage dans le développement du football féminin. Ikiliru Gounoussero et Olviga Messan ont suivi les 2 finales pour nous. Elles sont encore pour la 2e fois de suite sur le trône du football féminin. En finale du championnat de première division, Espoir de Cotonou n'a pas fait dans la dentelle sur cette pelouse du stade municipal de Parakou. Face à Ainovi de Porto Novo, Espoir ne tremble pas avec cette ouverture du score à la 8e minute par Alade Bossé Ayo. Elle s'offre d'ailleurs un doublé à la 63e minute de la tête sur ce centre. Les invincibles du football féminin scellent cette rencontre à travers cette longue course balle au pied de Yasmine Fayomi. Elle marque le 3e but à la 83e minute pour le 3-0. Je remercie d'abord les coachs et les membres du staff qui ont bâti ce travail avec nous jusqu'à ce niveau. On n'a pas pu respecter les consignes des coachs et vraiment c'est ça qui n'a pas marché. Avant ce sac de espoir devant Ainovi, Cephos finit champion de la 2e division devant Asaba dans une rencontre qui s'est achevée au tir au but 3-2. Score au temps réglementaire, un but partout. Il y a eu de la qualité tout à l'heure, il y a eu de l'entrain, il y a eu du dynamisme sur le terrain et c'est tout ce que nous attendons. C'est un travail d'équipe. Des récompenses individuelles, il y en a eu à l'issue des 2 finales, histoire de galvaniser davantage les jeunes footballeuses. Yolande Nyami de Espoir de Cotonou est sacrée meilleure buteuse avec 27 réalisations en 17 matchs. Sa coéquipière Diane Ogou est désignée meilleure gardienne. Nous sommes venus accompagner le football féminin. Et c'est avec fierté que nous remettons aujourd'hui les médailles et les coupes. Nous, au niveau du comité du football, nous allons faire notre partition dans ce pays. On a eu aujourd'hui
la fin du vrai championnat féminin dans notre pays. Et nous allons continuer, si Dieu nous donne la chance de continuer avec le football, nous allons continuer dans ce sens. Outre des trophées et des médailles, la Fédération béninoise de football apporte un soutien financier aux équipes. Faut-il le rappeler, Espoir de Cotonou va représenter le Bénin sur le continent africain à la Ligue des Champions. Et quelques acteurs ont apprécié l'organisation et le déroulement de ce championnat qui s'achève. Suivons-les. Je tiens à remercier les autorités béninoises qui sont battues pour que ce championnat ait déjà cette vision-ci. Et nous n'allons pas juste aller pour remplir les formalités, non. Nous n'allons pas remplir les formalités. Nous sommes espoirs, nous sommes invaincus. C'est bien vrai que le championnat, notre championnat est encore dans ce tout début d'expérience. Mais croyez-moi, Espoir ne va pas aller juste remplir les formalités. On a mis en place une stratégie qui n'a pas marché. Et il faut reconnaître qu'avant d'être en finale, on avait beaucoup de soucis. Parce qu'on a eu à faire par le passé 3 matchs en une semaine. Et on avait déjà beaucoup de joueuses qui étaient réduites dans l'effectif. Donc du coup, bon, on est venu. Mais l'objectif a été atteint parce que pour moi, c'est déjà bon. Parce que l'année dernière, on était arrêté au niveau des cas. Mais cette fois-ci, on a dit qu'il faut passer le cap tout au moins. Donc on est déjà arrivé et je crois que c'est bon. Qu'ils vous souviennent qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais emmené Esaïe à la Coupe CAF. Nous allons continuer avec cette dynamique. Nous sommes des poussins dans cette compétition. C'est pour la première fois que le Bénin participe à cette compétition. Nous allons simplement honorer le Bénin pour ne pas être ridicule à cette compétition, je crois bien en octobre ou novembre prochain. Les rebelles du M23 occupent Bunagana à la frontière ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Soudan, plus de 100 personnes meurent dans des violences au Darfour. Et puis on lit le désespoir chez les agriculteurs ukrainiens qui ne peuvent plus travailler à cause du conflit et qui se fait davantage sentir. Le monde en bref, c'est avec René Kofi. Bunagana, un important centre de commerce transfrontalier, est sous contrôle de l'ennemi, a reconnu sous couvert d'anonymat un officier congolais interrogé par téléphone depuis Goma. Selon une autre source humanitaire en contact avec le terrain, ces militaires se sont retrouvés acculés à Bunagana sans autre voie de sortie que la frontière lors de nouveaux affrontements violents qui avaient éclaté dimanche matin. De précédents combats avaient déjà provoqué depuis fin mars la fuite de milliers d'habitants vers l'Ouganda et Rutshuru. Plus de 100 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements tribaux au Darfour ces derniers jours. Ces violences ont débuté la semaine dernière suite à un conflit foncier opposant un membre des Rizegats au Jimi dans la région de Kolbous. Selon Ibrahim Hachem, un chef de la tribu Jimi, les affrontements ont causé la mort de 117 personnes et 14 villages ont été incendiés. L'État de Darfour-Ouest est en proie ces derniers mois à des violences meurtrières. Ces attaques surviennent alors que le Soudan peine à se remettre des conséquences des sanctions imposées au pays depuis la prise du pouvoir des militaires. Les agriculteurs ukrainiens perdent espoir depuis le début des conflits avec la Russie. Dans un monde en pleine crise alimentaire, les céréales ukrainiennes représentent un enjeu capital pour de nombreux pays. Au sud de l'Ukraine, nous sommes en pleine période de récolte, mais les agriculteurs passent davantage de temps à essayer d'échapper aux bombes russes et réparer leurs installations. C'est tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.